Bienvenue dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner. Aujourd'hui, je filme une petite FAQ fashion. J'en avais déjà fait une l'an dernier. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions fashion et je vais donc y répondre. Commençons sans plus tarder avec la première question. Quelle est la dernière chanson que tu as écoutée? Je voulais répondre à cette question, même si c'est pas très fashion, parce qu'il y a un lien. Parce que c'est la chanson Hallucinate de Dua Lipa. Je trouve que son dernier album déjà est excellent. Allez l'écouter, il est génial, il donne la pêche et tout. Mais aussi parce que je trouve que pour cet album, il y a une identité visuelle hyper forte et que la mode joue un certain rôle dans la manière dont elle a fait un peu sa com. Et je voulais savoir si ça vous intéresse que je traite un peu de ça, les influences fashion dans le dernier album de Dua Lipa. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et je pourrais travailler là-dessus. Why not? Que penses-tu de la superficialité dans la mode? La superficialité dans la mode, il y a deux manières de l'envisager. La première, c'est la plus évidente, c'est que en effet la mode est superficielle. Je trouve que c'est une bonne chose. On a tendance à dire que la superficialité, ça s'oppose au vrai, que ça s'oppose à la profondeur, etc. Alors que pas forcément, que c'est la mode une manière de jouer avec son apparence, une manière de jouer avec son identité qui est hyper fun et plaisante, je trouve. Donc pour moi, c'est très important de garder cette superficialité. Deuxième avis sur la superficialité dans la mode, on a tendance toujours à dire que la mode est superficielle alors qu'en réalité, elle cache derrière ces jeux d'apparence et de voyeurisme parfois aussi, elle cache beaucoup de problématiques beaucoup plus enfouies, beaucoup plus complètes et je pense que si vous regardez mes vidéos, vous avez compris que l'enjeu un peu de ma chaîne ou des articles que j'écris, c'est de déceler un peu toutes les problématiques qu'il peut y avoir intriquées dans la mode, auxquelles on ne penserait pas forcément parce que justement on a ce préjugé que la mode est superficielle alors que pas du tout, qu'elle nous informe, comme je le répète tout le temps, sur l'état d'une société, sur notre rapport à notre corps et des choses qui sont extrêmement importantes en fait pour pouvoir comprendre notre individualité mais aussi notre communauté. Quels sont pour toi les créateurs ou créatrices actuelles les plus audacieux? Alors j'ai pas mal réfléchi avant de trouver quelques noms de créateurs ou de créatrices parce que je trouve que la mode actuellement n'est pas très audacieuse. Elle se répète assez, c'est un peu boring. Mais cependant, il y a quand même des créateurs qui continuent à faire émerger des nouvelles tendances auxquelles on pourrait pas forcément penser ou qui peuvent paraître un peu décalées et donc audacieuses. D'abord, je citerai Jeremy Scott qui travaille pour Moschino. Je sais que ça peut paraître répétitif ce qu'il fait, que ça peut paraître un peu surfait, mais moi j'aime bien quand même. Il a une grande créativité, il ose aller au fond de ses idées et sa mode elle est quand même intéressante parce que justement c'est un des seuls qui fait un peu une parodie de mode que je trouve très justement exercé d'un point de vue technique mais aussi dans ses idées. Donc Jeremy Scott, j'aime bien ce qu'il fait, c'est toujours très décalé, il y a beaucoup d'humour et en même temps des propositions artistiques qui sont crédibles et valables en fait. Ensuite je dirais Donatella Versace parce que Donatella Versace est une des stylistes femmes qui m'inspire le plus dans cette industrie, qui travaille depuis très très longtemps, que la maison Versace est une maison audacieuse par essence et que l'histoire de la famille en plus de ça est hyper intéressante, hyper riche, pleine de drama. Donatella Versace, c'est une femme qui fait une mode sans concessus et qui de ce fait pour moi est audacieuse, donc vraiment je l'aime beaucoup. Et ensuite je dirais Alessandro Michel parce qu'il est audacieux dans son rapport à la mode, dans le sens où en fait il fait des choses qui plaisent vraiment, il vend très bien, il a quand même réussi à refaire une nouvelle identité à la maison Gucci qui, lorsqu'il a pris les rênes, était en train de mourir et de croupir, et il est très audacieux parce qu'il fait des choses quand même très riches du point de vue artistique, du point de vue des idées créatives, etc. et en même temps des choses qui rentrent totalement dans l'influence actuelle de son époque en fait, et donc je trouve que c'est un pari vraiment réussi. Comment faire une mode qui ne soit pas qu'un privilège de classe? Alors ça c'est une question très très intéressante à laquelle je pourrais dédier une vidéo entière. Pour moi en fait, les questions de classe et de mode ont été complètement bouleversées ces derniers temps, déjà depuis la deuxième partie du XXe siècle avec l'apparition du prêt-à-porter, parce qu'avant la mode se faisait que par la haute couture, c'était une véritable institution, donc le prêt-à-porter a déjà décloisonné beaucoup et je pense aussi qu'avec la fast fashion, la mode désormais ne se joue plus que par classe parce qu'en fait la fast fashion permet à tous et à toutes soit d'acheter des dupes, c'est-à-dire d'acheter des vêtements qui ressemblent aux vêtements de créateurs mais à un coût beaucoup plus faible, ou soit tout simplement de nourrir son style et donc de pouvoir quand même pénétrer dans le monde de la mode sans forcément devoir dépenser des milliers et des cents. Je pense aussi qu'il y a certains mouvements de la mode, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, qui ont complètement décloisonné cette idée que la mode est le vecteur d'une classe sociale, est un marqueur social,
Par exemple, le mouvement punk, j'en parlais dans ma dernière vidéo, ou le mouvement hippie, sont des mouvements qui vont plus s'adresser à une tranche d'âge, la jeunesse de manière générale, et qui parlent d'idéaux, d'un style de vie, d'une manière de penser plus qu'à une classe sociale. Alors c'est bien sûr intriqué, je pense qu'il ne faut pas seulement circonscrire la mode dans cette perspective-là, même si elle est aussi un indice très fort pour pouvoir deviner en fait la classe sociale, la classe intellectuelle de la personne qui porte un certain vêtement en fait. La question qui est le plus revenue, c'est une question sur comment est-ce que je m'informe sur la mode. Est-ce que j'ai des recommandations de sites, de livres, de comptes Instagram qui parlent de mode pour s'informer sur cette industrie-là? D'abord, je dirais au niveau des livres, je vous conseille de vous intéresser à la maison d'édition Bloomsbury Fashion. La maison d'édition Bloomsbury, c'est une maison anglo-saxonne qui a notamment publié les Harry Potter, mais il y a une section fashion qui est extrêmement alimentée en fait, qui publie beaucoup d'essais sur la mode et les sciences sociales. Je vous conseille de les suivre aussi sur Instagram parce qu'ils tiennent au courant des nouvelles sorties, des nouvelles parutions. Il y a vraiment plein de thématiques différentes. Vous ne pouvez que trouver chaussures à votre pied. En termes de site, l'incontournable pour moi c'est Business of Fashion. Ils ont aussi une page Instagram que vous pouvez suivre. Business of Fashion, c'est vraiment un site qui recense tout ce qui se passe, toute l'actualité mode d'un point de vue hyper documenté, journalistique, très sérieux. Les références sont fiables. Aussi pratique quand vous avez des questionnements sur par exemple un créateur ou un designer. En fait, ils recensent tous les plus grands créateurs de l'industrie. Ils font un petit topo sur la carrière, sur la personne, sur l'œuvre. Moi, je sais que je me suis pas mal appuyée de ça pour faire ma vidéo sur Vivienne Westwood et ça permet d'avoir un peu des bases. Donc, je vous conseille vraiment d'aller checker ça. En termes de magazines maintenant, alors il y en a énormément. Moi, je vous conseillerais de vous tourner plutôt vers des magazines indépendants parce que les gros magazines qui sont édités par Condé Nast, par exemple, comme Vanity Fair, Harper's Bazaar, Vogue, etc., ça devient plus des magazines people que des magazines sur la mode qui traitent de vraies questions et qui apportent de vraies réponses aux problématiques actuelles. Donc moi, je vous conseille d'abord le magazine Heidi. Ils ont un site qui est extrêmement bien fait. Franchement, je le consulte tout le temps. Ils ont aussi une chaîne YouTube où ils font des vidéos géniales. Moi, j'adore leur chaîne YouTube. Ils font des abécédaires, par exemple abécédaire du maquillage, abécédaire de la danse, abécédaire de la musique, abécédaire des mannequins. Enfin, c'est trop intéressant. Les vidéos sont tout le temps hyper créatives, esthétiquement très recherchées et en même temps, ça apporte vraiment des réflexions de fond qui sont intéressantes pour pouvoir vraiment cerner les enjeux de la mode actuellement. Et en plus, dans les magazines Heidi, il y a toujours des éditos qui sont super bien travaillés, des belles photos avec un travail de recherche artistique qui est très fructueux et très intéressant. Donc vraiment, je peux que vous inviter à acheter le magazine. Pour vous citer d'autres magazines, je vous conseille vraiment Numéro Magazine. Pareil, le numéro français, il est top. Ils ont aussi un site hyper riche, hyper intéressant. Je vous conseille Interview Magazine, Self Service Magazine, Love Magazine. Tout ça, c'est des magazines qui sont un peu dans la même veine. Tous ces magazines ont aussi des sites hyper bien faits. Dazed and Confused, c'est mon magazine préféré de mode, je pense, avec Heidi. Pareil, le site est top. Et après, il y a le Karine Roifeld Fashion Book, CR Fashion Book, qui est un peu genre la bible de la mode. Karine Roifeld, c'était la rédactrice en chef de Vogue Paris au début des années 2000. Elle a vachement travaillé avec Tom Ford. C'est elle qui a un peu initialisé le mouvement porno chic au début des années 2000. Je vous en avais déjà parlé. Après avoir fait ses années chez Vogue Paris, elle a fait son propre magazine. C'est assez intéressant parce que Karine Roifeld traite de la mode de manière assez controversée aussi. Donc moi, j'aime bien suivre ce qu'elle fait. Et en termes de compte Instagram, j'ai pas mal de comptes Insta que je suis depuis un bon bout de temps. D'abord, d'un point de vue créatif, je vous conseille le compte Crayon la mode, qui est en fait un compte d'illustration de mode fait à la craie grasse ou au pastel. Et je trouve que ces illustrations sont vraiment jolies, vraiment chouettes, et c'est frais et ça fait du bien de voir des images comme ça dans sa timeline, tout simplement. Je vous conseille aussi le site Sapé comme jamais, enfin le compte Instagram Sapé comme jamais, qui en fait revient sur des éléments mode historiques auxquels on pense pas forcément. Récemment, le compte a fait un post sur l'équipe féminine du foot et le costume du foot féminin. Donc c'est vraiment des choses auxquelles on penserait pas au début et qui nous apprennent d'un point de vue historique plein de choses sur la mode. Je crois qu'il y a un livre qui est sorti aussi, Sapé comme jadis. J'ai dit sapé comme jamais, c'est sapé comme jadis. Aïe aïe aïe! Je vous conseille le London College of Fashion parce que c'est toujours intéressant de suivre une université de mode. C'est toujours intéressant de suivre
Oh, Pétrus, non. C'est vraiment intéressant de suivre une université londonienne de mode parce que ça permet de voir vraiment ce qui se fait au sein de la matrice, quoi, de pouvoir aussi détecter un peu les talents de demain peut-être et de voir comment est-ce qu'on instruit l'industrie de la mode à des jeunes étudiants. Donc moi j'aime bien aussi suivre un peu ça. Je vous conseille aussi le compte Insta de Grace Coddington qui travaille pour le Vogue USA, qui est le bras droit de notre chère Anna Wintour. Et Grace Coddington est un personnage extrêmement attachant, je vais vous en parler un petit peu après dans la vidéo. J'ai complètement oublié de vous en parler dans la suite de la vidéo, mais en gros je vous conseille de regarder le documentaire The September Issue qui retrace toute l'organisation pour la parution d'un numéro de Vogue US avec Anna Wintour à la tête. Et dans ce docu, on voit vraiment bien le travail de Grace Coddington, on voit que c'est elle qui chapeaute un peu tous les éditos et tout le travail derrière la parution d'un numéro de Vogue. C'est hyper intéressant et on voit vraiment la sensibilité de cette femme et la manière dont elle travaille. Donc vraiment allez le voir parce que ça vaut le coup. Elle a une culture mode incroyable cette femme, donc vraiment allez la suivre, elle poste des choses très intéressantes. Dans le même style, je vous conseille aussi de suivre Suzy Menkes. Suzy Menkes est rédactrice pour le Vogue International, c'est-à-dire qu'elle fait des reviews des défilés qui sont tout le temps hyper trempées, donc elle lésine pas sur les critiques, mais aussi très référencée parce qu'elle aussi elle a une culture mode assez impressionnante, puis elle a une dégaine absolument génialissime. Et pour une petite touche de bonne humeur et d'humour, je vous conseille de suivre le compte Insta Situations, qui est un site Insta qui fait des mèmes avec des images de mode et juste ça fait rire, c'est marrant, on valide. Question suivante. Oh merde. Que penses-tu de ce qu'est devenu Dior à cause de Maria Grazia Chiuri ? Accent sur le à cause, haha. Dior est devenu extrêmement controversé depuis la venue de Maria Grazia en tant que directrice artistique de la maison. J'avoue que moi, d'un point de vue créatif, je trouve ça vraiment nul ce qu'elle fait, c'est vraiment pas beau, alors que Dior c'est quand même censé être le temple de l'élégance à la française, mais aussi d'une certaine excentricité, puisqu'il y a eu ensuite Galliano qui est passé dans les parages et qui a dynamisé la maison de fou. Ça retombe complètement à plat avec Maria Grazia qui a une imagination digne d'une cuillère à café. Et après, ce qui est aussi controversé, c'est tous les messages politiques, les statements qu'elle essaye de faire à travers sa mode. Alors moi, j'y crois pas du tout à son prétendu féminisme, parce que ça marche pas en fait. Elle a déjà fait la réplique d'une révolution type mai 68, son dernier défilé, c'était un truc féministe avec placardé partout, Women are the future, je ne sais pas quoi. Son inclusivité ou son message sur l'appropriation culturelle, parce qu'elle avait fait il y a 2 ans un défilé croisière au Maroc qui était censé dénoncer l'appropriation culturelle et montrer comment au contraire la mode devrait travailler main dans la main avec des artisans d'Afrique, etc. Ça m'a fait aussi un peu grincer des dents parce que quand elle travaillait chez Valentino il y a quelques années, elle a quand même fait une campagne où en gros elle mettait en scène que des mannequins blancs dans le Sahara, je crois que c'était de l'appropriation culturelle extrêmement gênante. Donc elle vient nous faire la morale après dans un défilé croisière, je trouve ça assez culotté. Je trouve que c'est de la récupération politique totale et je trouve ça dommage qu'on mette pas plus l'accent sur des créateurs plus engagés de base et qui s'y utilisent la mode pour servir leur message politique et non pas ils utilisent les messages politiques pour servir leur mode, parce que j'ai un peu l'impression que c'est ça ce qui se passe avec la mode de Maria Grazia, c'est que sa mode est tellement faible d'un point de vue créatif et artistique qu'elle est obligée de la faire tenir par un militantisme qui ne tient pas la route selon moi. Top 3 des personnages que tu détestes dans le monde de la mode et pourquoi ? Il n'y a pas beaucoup de personnes que je déteste dans la mode, genre vraiment je me dis je peux pas le saquer, mais il y a des personnalités qui m'énervent, qui m'irritent un peu. Je pense que vous l'avez compris parce qu'à chaque fois je lance des petits pics dans les vidéos, mais toute la bande Jacquemus, Jeanne Damas est une bande qui m'énerve énormément parce qu'ils cultivent le mythe d'une Parisienne qui est un mythe complètement daté, dont il faut désormais se débarrasser. On n'est plus dans les années 70, Jane Birkin n'est plus d'actualité, donc il faut passer à autre chose. Ça cultive vraiment le mythe d'une petite Parisienne franco-française, blanche, bourgeoise, qui va acheter sa baguette le matin, qui est cultivée, qui va voir des expositions le week-end. C'est pas très intéressant, c'est très vide, c'est vu et revu. Moi, ça m'exaspère un peu. Je trouve aussi que toute la bande, Mademoiselle Agnès, Sophie Fontanelle, Caroline Maigret, Isabelle Marant, elles accentuent aussi cette espèce d'esprit bohème d'une Parisienne libérée, alors qu'elle rentre totalement dans les carcans de ce qu'on attend d'elle. Donc c'est absolument pas intéressant et comme je le dis, ça cultive encore un mythe que moi j'aimerais qu'on déconstruise.
Donc ça m'énerve. Olivier Rousteing m'énerve un peu parce qu'il a un peu pris la confiance, il a fait d'excellentes collections au début de sa carrière, maintenant je trouve que ça s'aplatit un peu et parce que vraiment il se projette dans l'image du créateur génie parce que il avait à peine 25 ans quand il a débuté chez Balmain, etc. C'est bon, c'est pas un génie quoi, il faut se calmer. Il m'énerve un peu aussi avec sa Balmain Army, sa vibe Kardashian et tout, enfin c'est quelque chose qui moi me parle pas du tout. J'ai rien à lui reprocher de précis et il y a certaines de ses collections que j'adore donc c'est un peu de la mauvaise foi aussi, I must admit. Comment vois-tu l'impact des réseaux sociaux sur la mode? Question cruciale, question pertinente sur laquelle aussi je pourrais m'étendre et même en faire une vidéo. Première manière dont les réseaux sociaux ont impacté la mode, c'est sur l'image de marque, la com, le marketing. Maintenant tout passe par les réseaux sociaux et par les influenceurs. Maintenant une maison va plus vouloir seulement vendre un produit mais va vouloir vendre un rêve, vendre une image. Désormais c'est impossible de vouloir percer dans la mode sans passer par les réseaux sociaux. Ensuite je pense que les réseaux sociaux impactent la mode dans le sens où désormais on a affaire à une mode complètement globalisée et uniformisée du fait des réseaux sociaux parce qu'en fait il y a les mêmes stratégies qui sont mises en place du coup pour chaque maison, pour chaque marque. On voit les mêmes mécanismes qui sont déployés au travers des réseaux sociaux et du coup il y a beaucoup plus, j'ai l'impression, de plagiat, beaucoup plus d'uniformisation même dans le style des mannequins, dans le style des influenceurs, dans le style des hit girls ou de ces personnalités de mode en fait parce que on doit correspondre à certains critères qui sont érigés par les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière aussi et que quand ça marche, c'est qu'il faut reproduire ce schéma-là avec un certain style, un certain type de photo, un certain type de beauté. Bref, ça uniformise et ça lisse beaucoup la mode. Et enfin, je trouve qu'un impact qui peut-être est positif des réseaux sociaux sur la mode, c'est que tout le monde désormais connaît la mode. Tout le monde se met à la mode, tout le monde a envie d'être à la mode. Il y a une espèce de démocratisation de l'idée même de mode. C'est-à-dire que maintenant, vu qu'on est presque pollué par la mode sur nos réseaux sociaux, sur nos fils d'actualité Instagram, etc., on peut plus passer entre les mailles du filet. On a conscience que la manière dont on s'habille va être perçue par les autres et qu'il faut obéir à certaines normes, à certaines tendances, etc. Et donc ça a complètement bouleversé notre rapport à notre beauté, notre rapport à notre physique, à notre corporéité de manière générale. On est beaucoup plus dans la comparaison aussi et en même temps on a beaucoup plus envie de s'individualiser parce qu'on a tous notre compte Instagram et qu'on a envie d'avoir les meilleures photos, les photos les plus insolites, etc. Ça accentue vraiment cette envie première et consubstantielle à la mode de vouloir ressembler aux autres et en même temps de vouloir se différencier. C'est un peu mes idées qui me viennent quand je pense aux réseaux sociaux et à la mode. Est-ce que tu crois que les défilés de mode vont perdre de leur importance au fil du temps du fait de la technologie? Je ne pense pas, tout simplement parce que c'est comme l'art en fait. C'est pas parce que maintenant on peut voir les tableaux sur internet qu'on n'a plus envie de les voir en vrai. La mode c'est pareil, c'est hyper important de voir un vêtement en vrai, de voir l'étoffe, le tissu bouger, comment est-ce que ça donne dans la vraie vie. Donc je ne pense pas. Je pense que les défilés ont encore de beaux jours devant eux. La best décennie, je dirais les années 20. Mais j'ai une vidéo qui arrive très prochainement à ce sujet, donc stay tuned. Abonnez-vous pour pouvoir comprendre pourquoi. Tu as toujours eu les cheveux au carré? Pas du tout. Quand j'étais en seconde, j'avais les cheveux extrêmement longs, genre jusqu'à là. Je vais vous mettre des photos, c'est assez choquant. Et puis l'été de ma seconde à ma première, j'ai tout coupé au carré. Et depuis, j'ai toujours gardé cette longueur parce que je trouve que c'est plus joli, c'est plus pratique, c'est tout. Mon nom Vinted, c'est Amélie Zim. Allez me suivre, je vais mettre plein de trucs prochainement. Le problème, c'est que là, je suis pas à Paris, donc je peux pas poster mes vêtements. Mais dès que toute cette merde sera terminée et qu'il y aura eu le déconfinement, je reposterai plein d'articles. Connais-tu des magazines, sites où trouver de beaux collants? Ça, c'est la galère de ma vie parce que c'est vraiment difficile de trouver des beaux collants pas trop chers. Récemment, j'ai fait une commande sur le site Swedish Stockings, qui est en fait un site suédois éco-responsable qui fait des collants à partir de matériaux recyclés. Ce que je trouve génial parce que moi, j'ai une consommation de collants immense vu que je ne porte que ça et que c'est très fragile. Donc, je suis contente d'avoir découvert ce site. Les collants sont plus chers que ceux que tu trouves à Monop. C'est genre 25 €, mais j'en ai commandé 3. Ils sont vraiment très très beaux. Il y a plein de collants à motifs, à couleurs, etc. Des choses qu'on trouve pas en magasin. Et en plus, ils m'ont l'air assez résistants. Je vous ferai un débrief plus tard quand j'aurai eu l'opportunité de les porter
porter lors de ma vie sociale, hein, en soirée, etc. C'est-à-dire le moment où il se casse le plus. Je vous dirai si ça vaut vraiment le coup. Mais pour le moment, je suis assez satisfaite. Et sinon, je te conseille Volford. C'est méga cher, mais tu peux t'en faire offrir. Ils sont trop beaux. Et moi, je m'en suis acheté une paire, la seule et unique paire Volford que j'ai. Et en fait, je les mets tout le temps. Et il n'y a même pas un seul trou. Ils sont pas cassés. Donc vraiment, c'est de la super qualité. C'est des super collants, mais c'est vraiment cher. Si vous connaissez des bonnes marques de collants un peu fantaisie, chouettes et pas trop chères, vraiment mettez-les en commentaire parce que je crois que ça aiderait un certain nombre d'entre nous. Y a-t-il un vêtement, un accessoire auquel tu es particulièrement attaché? Le monde doit savoir. Ravi que le monde doive savoir ça. Franchement, ça m'octroie une importance quand même assez phénoménale. Merci. Je suis particulièrement attachée aux collants du coup parce que vraiment c'est ce que je porte tout le temps. Et en termes d'accessoires, j'adore les bagues. Vraiment, j'adore ça. Alors là, je me suis fait une petite manicure un peu enfantine. Bon, j'ai pété un câble, mais on s'occupe comme on peut. J'adore les bagues, c'est mon bijou préféré. Je trouve ça vraiment trop beau. Ça habille une main, mais même sur les hommes, je trouve ça magnifique. Parmi celles que tu possèdes, quelles sont tes pièces vintage favorites? C'est un peu compliqué de vous dire parce que du coup, je suis rentrée chez mes parents, donc j'ai pas beaucoup de vêtements. Je m'habille tout le temps pareil, c'est une cata, c'est très énervant. Je déteste ça. On reste calme. Mais j'ai acheté récemment une petite blouse sur Vinted, rose dos nu derrière, qui est trop belle, je l'adore. J'ai une chemise blanche pareil sur Vinted que j'adore aussi. J'ai acheté un pull à Kilo Shop que je mets tout le temps en ce moment aussi. De manière générale, tous les vêtements que j'ai achetés en fripe ou de seconde main sont des vêtements que j'aime beaucoup parce que tu mets plus de temps à les choisir et c'est un petit challenge pour les assortir, etc. Voilà quoi. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir posé toutes vos questions. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelques petits trucs sur la mode ou sur moi peut-être si ça vous intéressait aussi. N'hésitez pas à partager, à vous abonner ou à vous commenter la vidéo comme d'hab si ça vous plaît. On peut aussi se retrouver sur mon blog ou sur ma page Instagram. Bisous tout le monde, ciao!